Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier le stockage numérique et plus particulièrement le principe de fonctionnement d'un disque optique. Pour stocker de l'information sur un disque optique, il faut d'abord évidemment l'enregistrer. L'enregistrement, comment ça se passe? L'enregistrement, elle est gravé sur un sillon métallique unique qu'on appellera piste. Donc une piste, c'est le sillon ici qu'on a décrit en spirale ici, qui part du centre et qui va vers les périphéries, qui est un petit sillon, une petite trace, une petite piste en fait, un petit chemin en fait, qui est enroulé en spirale, qui commence au centre et qui se finit à la périphérie, et sur lequel on va venir enregistrer, graver l'information. La piste, elle fait plusieurs kilomètres de long, et c'est, quand on va graver, un alignement de creux ou de plats. Alors d'autres techniques utiliseront plutôt des zones un peu brûlées, qui reflèteront un peu la lumière différemment. Ici, on va étudier plus particulièrement les creux et les plats, donc on appelle les pits et les landes, qui correspondent au codage numérique de l'information sur disque optique. La longueur d'un pit, donc d'un creux, ça sera entre 125 et 833 nanomètres. Vous voyez qu'on est dans l'ordre de grandeur du millier de nanomètres. Et une largeur de 833 à 3500 nanomètres. Donc on arrive avec des petites formes ici, qui ressemblent un peu à des dragées, si vous voulez, qui constituent justement ces creux et ces plats. Et l'espace entre chaque piste, entre deux sillons ici, sera d'environ 1,6 micromètres. Donc du coup, on a des sillons très très concentrés. Ici, en bas à droite, vous avez la vue justement des alvéoles d'un CD qui correspondent justement à ces petits dragées qui correspondent à des creux. L'enregistrement terminé, comment je lis un CD-ROM? La lecture d'un CD-ROM se fait par ce dispositif-là. Donc globalement, on a vu qu'un CD-ROM, à sa surface, il y avait des creux et des bosses. Globalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éclairer ces creux et ces bosses et récupérer le signal qui en sera émis, réfléchi. Donc pour éclairer ces creux et ces bosses, on va utiliser une diode laser, donc qui est un laser qui envoie des rayons infrarouges, parce que c'est le rouge qui nous intéresse ici. Donc une diode laser qui va émettre un signal comme ça, qui va être réfléchi par un miroir qui sera à 45 degrés, donc on va réfléchir de manière orthogonale comme ça. Et donc ce rayon lumineux va venir impacter la surface du CD qui va tourner en même temps. Et en impactant, il va revenir pour passer encore une fois sur la lentille de focalisation qui concentre les rayons lumineux et aller être récupéré par la diode ici, la photodiode qui sera sensible à la lumière. Et du coup, on aura la possibilité, en comparant le rayon émis et le rayon récupéré, réfléchi, de savoir si on est en face d'un trou ou d'une bosse et ça nous permettra de coder l'information. Comment fonctionne plus spécifiquement ce codage et cette lecture de CD? La lecture, donc, comme je vous le disais, est assurée par une diode laser qui émettra du coup le rayon incident. On sera une lumière rouge pour les CD, donc on est dans le visible à 780 nanomètres, et on aura un diamètre pour le CD de 1,04 micromètres, mais les normes et les standards sont différents suivant les supports. Et puis une photodiode dont le rôle sera de récupérer cette lumière. On choisit une profondeur de creux ici, donc que j'ai repris ici, ça c'est la surface du CD, et puis on a un alignement de land, de plat et de pit des creux. On choisit une profondeur de creux, délibérément, à une grandeur lambda sur 4. Lambda sur 4, qui va être la longueur d'onde de l'onde émise divisée par 4. Donc je prends 780, je divise par 4, et ça me donnera la profondeur des creux. Ce quart de longueur d'onde, on ne l'a pas choisi au hasard, parce qu'on verra que ça sera quelque chose qui va nous permettre de récupérer des informations intéressantes. La taille du faisceau, on l'a choisi de telle sorte qu'on ne peut pas... la taille de faisceau sera forcément plus large qu'un pit tout seul. On est forcément au-dessus de la dimension maximale du pit pour que le faisceau laser ne soit jamais complètement à l'intérieur d'un creux. Il soit toujours à cheval entre un land et un pit. Une fois qu'on a ça, on saura que du coup, la taille du faisceau implique qu'on va rencontrer systématiquement un plat lorsqu'elle est en face d'un creux. Donc toujours à cheval entre un creux et un plat. Et donc du coup, lorsqu'un creux se présente dans le faisceau, une partie est réfléchie par le plat et l'autre par le creux. Donc ici, j'ai modélisé mon faisceau laser. Ici, j'ai un rayon incident, donc une onde incidente, qui va taper sur le land, qui va être réfléchie comme ça. Ces deux ondes, elles vont arriver
de la même manière, c'est-à-dire qu'on aura ce qu'on appelle des interférences, hein, globalement. Ici, je vais avoir 1 plus 1 égale 3, si vous voulez. C'est-à-dire que l'onde incidente et l'onde réfléchie seront cohérents, seront en phase, hein, et donc du coup, on aura des interférences constructives. Maintenant, quand on fait ça, à cheval entre un land et un pit. Ici, cette onde ici, interférence constructive, les deux ondes arrivent en même temps. Mais ici, on aura une onde qui va être déphasée, avec une différence de marche. C'est-à-dire que cette onde, elle va parcourir un plus long trajet. Et donc, du coup, et ce plus long trajet étant justement de lambda sur 4, bah, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle des interférences destructives. Et donc, c'est là où on va repérer le passage d'un land à un pit. Hein, donc, lorsqu'un creux se présente dans le faisceau, une partie est réfléchie par le plat, l'autre par le creux. La différence de marche entre ces deux faisceaux est de lambda sur 2. Hein, lambda sur 2, c'est un aller-retour dans le creux. Et donc l'interférence est destructive et l'intensité lumineuse minimale, mais pas nulle. Hein. Ici, on a du 1 plus 1 égale 0,5 par exemple. Hein. Les deux ondes se détruisent l'une l'autre, hein, mais on arrive quand même à une résultante non nulle. Et donc du coup, comment on code ça en numérique? Eh ben, en l'absence de creux, donc, où notre laser va seulement éclairer un land, on aura une réflexion qui va nous donner des interférences constructives, et donc l'intensité lumineuse sera maximale. On aura le maximum de lumière, et donc du coup, l'information 0,1, on l'obtiendra de la manière suivante. On aura 1, alors plutôt on va commencer par ça, on aura 0 logique lorsqu'il n'y a pas de front, donc du coup quand on sera là, classiquement sur un plat, et quand on a un front, c'est-à-dire qu'on passe d'un land à un pit, ou qu'on passe d'un pit à un land, on aura justement ces interférences, et ces interférences vont nous donner un 1, vont nous sortir un 1 en nous disant, voilà, ici je viens de passer d'un endroit où j'ai pas d'interférence à un endroit où j'en ai, des interférences destructives, donc du coup ça va coder ça en 1. Et donc chaque passage, chaque transition, hein, on parle de front, va nous donner un 1, et chaque, disons, rythme de croisière, hein, quand je rencontre un land tout plat, et bien ici va nous donner un 0. Et de cette manière, on va pouvoir coder l'information comme une suite de 0 et de 1, détectée de cette matière-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours sur le stockage numérique. À bientôt sur DigiSchool.